Très heureuse de vous retrouver dans ce journal magazine que nous dédions au mois de la femme oblige aux filles et femmes drépanocytaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-il possible pour une femme anémique SS de mettre au monde un dossier de l'usine Sakala Malassa à suivre dans ce journal? L'impact de la nutrition dans la prise en charge de malades dans les hôpitaux, un autre dossier de ce journal dominical. Il est temps pour nous de vous donner l'actualité. Et ce journal part de Doha où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'atterrir il y a quelques minutes. Le président de la République est l'invité de l'émir du Qatar. Demain lundi, tête-à-tête entre Tshisekedi et l'émir au Qatar et c'est qu'une réunion avec les investisseurs. C'est une dépêche de notre envoyé spécial Patrick Michel Moukoui. Une délégation du président angolais Joao Lourenço a été reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle était porteuse du message de son homologue angolais au président de la République suivie. En audience ce mardi 27 mars, le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, Tete Antonio, était porteur d'un message du président angolais Joao Lourenço, adressé à son homologue congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces messages dont la teneur n'a pas été livrée touchent essentiellement les questions bilatérales entre la RDC et l'Angola, mais aussi les questions d'intérêt commun du continent africain. Le courant entre Luanda et Kinshasa, on ne le décrit plus. C'est un courant qui passe bien et à tout moment, on peut tous se consulter sur des questions d'intérêt des deux pays. Qu'en ce moment, le président Tshisekedi préside l'Union africaine, qui est notre organisation mère. Et donc, toute l'Afrique a les yeux tournés vers Kinshasa. Et chaque fois que nous avons besoin de conseils, c'est ici que nous venons le prendre auprès du président de l'Union africaine et aussi pour se concerter sur des questions d'intérêt de notre continent. Et vous savez au même moment aussi que je crois que notre sous-région n'a jamais été aussi bénie que ça en temps sur le plan de leadership des organisations, non seulement l'organisation continentale, mais aussi des organisations sous-régionales. Vous savez que le président Joao Lourenço préside la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et juste à côté, la République du Congo préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et donc, c'est trois organisations importantes qui sont présidées par trois présidents de pays voisins. C'est une très grande chance pour notre sous-région pour pouvoir donner notre contribution aussi pour la solution de défis que nous avons du point de vue du développement économique, du point de vue de la pacification totale de notre continent africain pour qu'on ait vraiment l'agenda 2063 accompli dans le meilleur délai et dans les meilleures conditions. Le devoir de nous tous aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on procède à la mise en œuvre de cet agenda. Du reste, à tout moment que cela est besoin, sûrement on ne manquera pas de se consulter les uns les autres pour faire en sorte que la présidence de l'Union africaine assumée par la République démocratique du Congo soit, n'est-ce pas, un succès qui reflètera non seulement les intérêts de tous, mais aussi c'est un succès à nous tous. La République d'Angola a toujours soutenu la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi pour la réussite de son mandat à la tête de l'Union africaine. Également, avant de s'envoler pour Qatar, le président de la République a reçu l'invitation demain de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique pour participer à distance au sommet sur les changements climatiques et la préservation de l'environnement qui se tiendra le 22 et 23 avril 2021. Rachel Foutou. Je suis venu aujourd'hui pour lui donner à son Excellence le président Tshisekedi une invitation du président Biden à participer dans un sommet sur le changement climatique et la préservation de l'environnement. Le président Biden aura un sommet virtuel avec 40 des autres leaders du monde, inclus le président Tshisekedi, pour les 20
22 avril et 23. Et c'est très important, ça suivre la conversation que le président Tshisekedi a eue avec notre vice-présidente Kamala Harris, où elles ont discuté la possibilité de renforcer notre coopération sur la question d'environnement, parce que vous avez une forêt très importante, la forêt du Congo, qui est une forêt qui représente un poumon très important pour le monde. Et c'est très important de vous aider à le préserver. Et c'est ça la raison de ma visite aujourd'hui, de voir comment on peut continuer à travailler ensemble pour soutenir les efforts pour préserver l'environnement ici en RDC. On continue tous les jours à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la prospérité. On discute toujours comment on peut promouvoir la paix à l'est du pays, par exemple, comment on peut promouvoir les investissements américains. Mais encore avec l'administration Biden, on ajoute une autre paix, c'est la préservation. On parle de la partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, mais à cause de que c'est très important pour l'administration Biden de combattre le changement climatique, on ajoute la préservation de la nature, que c'est très important. Ça signifie qu'entre les deux pays, les relations sont renforcées et on travaillera de plus en plus ensemble pour affronter les grands défis, non pas seulement pour le pays, mais pour le monde. Dans un autre registre, les multiples aspects pour la pérennisation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo vont être passés en revue lors de la réunion sécuritaire qui va ouvrir ses portes demain lundi. Pierrot Mbouyou nous fait le point des préparatifs de cette rencontre. Du 29 au 31 mars prochain vont se tenir à Kinshasa les assises intercommunautaires sur la paix et la sécurité dans la partie est du pays. Le ministère de l'Intérieur, les délégués des communautés ainsi que les partenaires vont se retrouver demain lundi pour dégager les voies et moyens afin d'asseoir la paix. Donc, dans la vision du président de la République, et quand on se rapproche de très près, on se rend compte qu'on a plus à gagner, plus à épargner avec la paix, avec le dialogue qu'avec la guerre. Je pense que le gouvernement a intérêt à accompagner les communautés, accompagner les partenaires qui viennent donner leur appui. Alors, quand on se rapproche des réalités du terrain, on sent que le besoin est là. Le peuple lui-même est fatigué de plusieurs décennies de guerre. Il y a donc cette structure d'opportunité qui nous donne, en tout cas, les meilleures conditions qui nous permettent aujourd'hui de parler de paix et de parler de chances de réussite de cette paix. Il y a 1000 raisons de créer un cadre qui leur permettra de se parler de manière sincère. Beaucoup d'étapes ont été franchies pour que la participation des délégués soit plus qu'importante. Les autorités du pays ont jugé utile d'insérer une étape de négociation du cessez-le-feu pour créer des conditions nécessaires pour continuer à dialoguer, trouver des compromis pour la paix et la sécurité dans cette région-là. Après avoir balisé le chemin, avoir relancé finalement ces dialogues intercommunautaires au travers de cet événement que nous allons avoir du lundi au mercredi. Les résultats de cette rencontre de Kinshasa sont très attendus, surtout qu'elles vont mettre la paix au cœur de leurs fructueuses assises. 320 délinquants communément appelés Kuluna ont été transférés ce dimanche à Kanyama-Kasese dans la province du Olomami pour leur rééducation et réinsertion dans la société. Opération supervisée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, qui avait à ses côtés le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le général Sivano Kassongo. Oscar Balkaïch pour le reportage. C'est aux petites heures du matin de ce dimanche 28 mars 2021 que 320 délinquants d'Ikuluna ont pris la direction de l'aéroport international d'Ndjili. Visiblement satisfaits, ces jeunes délinquants qui semaient la terreur et la désolation dans bon nombre de quartiers de Kinshasa vont embrasser une nouvelle vie, le travail de la terre pour leur réinsertion sociale. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik et son collègue de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, ont tenu à assister personnellement à cet embarquement. Le service de la police et les autres services spécialisés nous renseignent que dans la ville-province de Kinshasa, il y a plus ou moins 20 000
jeunes qu'on appelle Kuluna qui sont en train de s'adonner aux sales besognes. Et vous comprendrez que 2500, ce n'est qu'une infime partie de ces gens-là. Encadrer les bandits urbains dans leur milieu naturel n'est pas une bonne démarche, a-t-il renchéri. L'une des lacunes que nous avions trouvées, c'est que les mêmes gens, vous pensez les encadrer, mais ils restent chez eux à la maison. Ils restent dans leur milieu naturel, où ils ont des connexions, ils ont d'amis, et la tentation était très forte. Vous savez que ces gens que nous sommes en train d'encadrer, ce ne sont pas les garçons des cœurs. Nous ne les prenons pas volontairement. Et si vous les gardez dans la même ville ici, croyez-moi que demain, ils vont retourner leur activité. Là, nous les encadrons, nous leur donnons même du travail. La traque des Kuluna va se poursuivre. La PNC invite la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tout cas suspect. Nous demandons à la population de collaborer. Parce que chaque fois, les gens se plaignent, mais ils ne font rien. Ils connaissent les adresses de ces Kuluna, ils vivent avec eux, mais ils ne dénoncent pas. Il faut dénoncer. L'objectif poursuivi par cette opération, c'est de débarrasser Kinshasa de tout acte de banditisme urbain qui a élu domicile. Les sites d'installation de la SNEL SA dans le Haut-Katanga ciblent des actes de vandalisme. Une réunion de sécurité entre les maires de l'ICASI, la délégation de la SNEL et les services de sécurité provinciale a permis de faire le point dans l'optique d'arrêter des mesures drastiques pour y mettre fin. C'est un reportage de notre envoyé spécial Yvette Makuntima rendu par Cédric Kenina. Les installations et outils de production de la SNEL SA ciblent la répétition des inciviques dans le Haut-Katanga. L'axe Likasi-Lubumbashi serait à première vue les sanctuaires de ces criminels. La délégation de la direction générale de la SNEL SA, qui séjourne dans ce coin du pays, après constat, s'en remet aux autorités compétentes pour finalement qu'une solution soit trouvée dans le sens de sécuriser ces outils de production. Les maires de la ville de Likasi, les responsables de la SNEL SA et les services de sécurité ont tenu une réunion de sécurité pour écouter la SNEL et envisager des mesures de répression. On ne fait que voler les câbles depuis le 13 mars 2021 jusqu'à ce jour. Nous risquons de vivre la catastrophe à l'allure où vont les choses dans les 3 mois qui suivent. La société a pris comme disposition de rencontrer monsieur le maire de la ville qui va réunir les membres du conseil de sécurité. Et dans l'entretemps, depuis le 13, nous sommes en partenariat avec le territoire de Kambov qui a mis à notre disposition la police. Ensemble avec un véhicule SNEL, nous faisons la patrouille pour décourager les inciviques. Tout porte à croire que cette fois, les choses vont aller dans le sens de garantir la sécurité dans la fourniture en énergie électrique, vu l'importance des activités minières bénéficiaires du service de la SNEL SA dans le Haut-Katanga. Global Technology, une firme internationale implantée dans une vingtaine de pays africains, compte apporter son expertise dans l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une délégation de cette entreprise a été reçue par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani. Commentaire Cédric Kenina. Au pied de l'avion, l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani qui accueille la délégation du groupe Global Technology et son président Jean-Paul Snit. Global Technology, son rôle auprès des entreprises, des organismes gouvernementaux internationaux dans les environnements où la continuité des services est essentielle. Les changements des paradigmes politiques dans le pays ouvrent la voie à des investissements et capitaux privés qui voient désormais la RDC comme un Eldorado. Une nette amélioration du climat des affaires impulsée par le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi. Cette délégation a été par la suite conduite par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani auprès du ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa, pour envisager l'installation de ces groupes en République démocratique du Congo. Global Technology est dans plus de 40 États dans le monde, dont 22 en Afrique, et œuvre dans le vaste marché des hautes technologies en ayant comme expertise la conception, l'installation, la maintenance des infrastructures, des systèmes techniques essentiels.
Et nous ouvrons la partie magazine de notre journal par les résumés de la semaine du président de la République qui, en sa qualité du président de l'Union africaine, a échangé avec Moussa Faki, président de la commission de cette organisation panafricaine. Dans la semaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait entre autres rendu dernier hommage au député national Henri Thomas Lokondo juste après son retour de la Tanzanie où il a pris part aux funérailles de son homologue John Pombe Magufuli. La semaine du président avec une synthèse de Pierre Kibambi Somoïsa. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a regagné Kinshasa en début de semaine au terme d'un séjour en Tanzanie où il est allé rendre les derniers hommages à son homologue tanzanien John Pombe Joseph Magufuli. À Dodoma, devant une dizaine de chefs d'État et de gouvernements au stade national investi par des dizaines de milliers de Tanzaniens, le chef de l'État a eu 2 mots justes pour les hommages à l'illustre disparu au nom de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, son pays. Sur le chemin de retour de l'aéroport international d'Ondjili, le cortège présidentiel s'est arrêté au Palais du Peuple. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a tenu également à rendre hommage au député élu de l'Assemblée nationale Henri Thomas Lokondo, dont les obsèques étaient organisées dans le hall du siège du Parlement. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps du défunt. Il a ensuite, comme à l'accoutumée, salué et réconforté la famille biologique du regretté député Lokondo avant de prendre congé de l'assistance, parmi laquelle les présidents de 2 chambres du Parlement, Bosson Kodia, Bahati Lukwebo et le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que plusieurs autres autorités et des personnalités venues rendre les derniers hommages à Henri Thomas Lokondo. Conduite par l'ambassadeur Donald Booth, une délégation du bureau Afrique du département américain a rencontré au cours de la semaine le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa mission consistait à assurer le suivi de l'échange téléphonique que le chef de l'État a eu avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, et une entrevue au cours de laquelle plusieurs sujets, notamment la paix sur le continent et la présidence congolaise de l'Union africaine, ont été évoqués. Le département d'État américain compte beaucoup sur une parfaite collaboration entre la RDC et les autres pays du continent, a indiqué l'ambassadeur Donald Booth. Par ailleurs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, est invité à participer au 18e sommet de la francophonie en novembre prochain à Tunis. L'invitation lui a été remise par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Gerandi, reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Une occasion pour l'homme d'État tunisien de transmettre de vive voix au président de la République les félicitations de son homologue, Kaïs Sayed, pour sa mandature à la tête de l'Union africaine. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a séjourné à Kinshasa. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a reçu pour une longue séance de travail. Plusieurs sujets d'actualité au plan continental, notamment les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19, étaient au menu de leurs échanges, a déclaré l'hôte du chef de l'État au sortir de l'audience. C'est désormais confirmé. La République démocratique du Congo a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence jeudi 25 mars 2021 au 30e forum de chefs d'État et des gouvernements du MAEP. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion de la RDC au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La République démocratique du Congo devient ainsi officiellement le 41e membre adhérent au MAEP. Dans son allocution, le président de la République a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'état de droit pour consolider le développement de l'Afrique.
En fin de semaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur Benoît Pierre Laramé du Canada. La participation de la RDC à une conférence internationale virtuelle sur le financement au développement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 était abordée au cours de leur entretien. Le diplomate canadien a remis par ailleurs le rapport de travaux parrainé par son pays. Ces travaux qui ont réuni une vingtaine d'ONG congolaises sur les enjeux et priorités relatifs à la protection des droits de la femme. La sentence est tombée dans la semaine. 20 ans de travaux forcés pour les coupables dans les détournements de fonds alloués au CECOP et à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les panels des experts de l'Union africaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Le prélat catholique Fridolin Ambongo a inspecté l'État d'effectuer des routes sur les plateaux de Kimwenza, des commémorations des journées internationales de l'eau et de la tuberculose. Voilà l'essentiel des faits qui ont marqué la semaine qui s'achève. Une synthèse de Lucie Lavicicenta. L'actualité a été abondante cette semaine. Il a beaucoup plu sur Kinshasa et des dégâts importants sont enregistrés. Des habitations emportées, des quartiers entiers engloutis et des pertes en vies humaines. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa et le commissaire provincial divisionnaire de la PNC se sont rendus à Lemba par exemple pour évaluer les dégâts. Le ravin du plateau de Kimwenza a reçu la visite des Fridolin cardinal Ambongo. Ce prélat catholique qui s'y est rendu pour la deuxième fois était accompagné du directeur pays de la Banque mondiale. Cette banque accompagne le gouvernement dans différents programmes de construction des infrastructures. Plus de 5000 Africains perdent la vie chaque année à cause de la tuberculose. Et en RDC, ils sont plus de 200 000 à souffrir de cette maladie. Une journée de plaidoyer a été organisée à l'occasion de cette célébration de cette journée et de lutte afin de mobiliser les ressources pour éradiquer la tuberculose en RDC. La RDC n'est pas à l'origine du variant coronavirus B1214, comme l'a écrit un média français. C'est une mise au point du ministre de la Santé. Et Teni Longondo a précisé que la pandémie à Covid-19 n'a pas commencé en RDC. Cette maladie qui nous a été imposée de l'Europe, a-t-il ajouté. Journée mondiale de l'eau sans eau potable à Kinshasa depuis quelques temps. Une journée placée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». La Régie des eaux a saisi l'occasion pour procéder à un état des lieux du secteur en RDC. Une rencontre du Forum parlementaire de la CIRGL se tiendra en début du mois prochain. Le secrétaire général de cette organisation, l'ambassadeur Onyonga Kakoba, était à Kinshasa pour l'annoncer au président des deux chambres du Parlement congolais. Christophe Mbosso et Modeste Bahati-Lukwebo ont tous promis leur engagement pour la bonne tenue de ces assises. Le panel d'experts chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la tête de l'Union africaine a été voir le Premier ministre Samalukonde pour lui présenter la vision stratégique pour le plan d'action de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Ils sont venus solliciter l'implication du Premier ministre dans l'accomplissement de leurs charges. 20 ans de travaux forcés, c'est le verdict rendu par la Cour d'appel de Kinshasa dans l'affaire détournement des fonds alloués au CECOP et à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les accusés, Michel Djamba et Delphin Kampayi, devront aussi restituer 560 millions et 13 milliards de francs congolais. Bouclons cette semaine en 5 minutes par cette femme entrepreneur qui a réussi à faire pousser le café à Kinshasa. Tissia Mukuna nourrit le rêve de faire revenir la RDC sur la liste des pays exportateurs du café, qui est une boisson la plus consommée dans le monde. Et sur le plan africain international, le canal de Suez bloqué suite à un porte-conteneur qui s'est échoué. Résultat de la présidentielle au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou Nguesso réélu avec plus de 88% des voix. En Israël, Benjamin Netanyahu en tête pour les législatives sans garantie de former un gouvernement. La synthèse de la semaine internationale et africaine avec Marie Kalong.
Ouvrons cette page africaine par l'Égypte où la route commerciale, l'une des plus fréquentées au monde, est bloquée suite à un énorme porte-container qui s'est échoué. Frappé par une rafale de vent, Even Given est coincé en travers du canal de Suez. Ce navire panaméen de 400 mètres de long contenant 219 000 tonnes de marchandises se rendait à Rotterdam en provenance de l'Asie. Toujours au Maghreb, la Tunisie a vécu un moment historique. Elle vient de lancer son propre satellite entièrement conçu par des ingénieurs tunisiens formés au pays. Challenge One est un signal fort de valorisation de l'étude de sciences en Afrique. Résultat provisoire de la présidentielle au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président sortant, est réélu pour la 4e fois avec 88,54% de voix selon la commission électorale. Et pendant ce temps, l'opposant de taille du président Sassou, Guy Brice Parfait Kolela, a tiré sa révérence de suite de la Covid-19 quelques heures avant l'annonce des résultats provisoires. À l'international, le Bangladesh a enregistré 15 morts et plus de 500 blessés lors d'un incendie meurtrier survenu dans un camp de réfugiés. Ce sinistre s'est déclaré le lundi dernier et a ravagé des milliers de tonnes de fortune de Rohingyas. Aux États-Unis, une fusillade au supermarché de Colorado a causé la mort à 10 personnes, dont un policier. Le présumé tueur, Ahmad Alissa, un jeune homme de 21 ans, a été arrêté et inculpé. Élection législative dans l'État d'Israël, 4e en 2 ans, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en tête, sans garantie de former un gouvernement. Il va devoir s'activer pour rallier les appuis suffisants à la formation d'un gouvernement. Situation Covid-19, le Brésil a franchi le cap de 300 000 morts. Ce chiffre de morbidité de la pandémie à coronavirus vole de record en record en un an d'une pandémie désormais hors contrôle. Il y a peu, il faut le dire, que les États-Unis atteignaient le cap de 500 000 morts de la Covid-19. Et pour terminer, sachez que l'Europe fait face à une 3e vague de la pandémie à coronavirus. L'Union européenne va devoir durcir son contrôle d'exportation. AstraZeneca est dans le viseur. La Commission européenne adoptera un durcissement du contrôle des exportations de vaccins anti-Covid fabriqués sur son sol, une mesure qui devrait cibler AstraZeneca et qui alimente les tensions avec le Royaume-Uni sans faire l'unanimité des 27. Est-il possible pour une femme enceinte drépanocytaire d'accoucher naturellement? Si oui, comment doit se faire le suivi durant les 9 mois de grossesse? Louisette Nsakala-Malassa est allée à la rencontre du professeur Dr Tite Mikobi, gynécologue au Centre de médecine mixte et d'anémie SSTU le Sud et des anémiques SS enceintes pour trouver des réponses à ces questions suivantes. La drépanocytose est un trouble qui affecte les globules rouges, faisant en sorte que les vaisseaux sanguins se bloquent. Si déjà la situation est difficile pour les enfants, elle est beaucoup plus complexe pour les femmes enceintes du fait qu'elle entraîne des complications qui peuvent mener à un accouchement prématuré ou à une fausse couche. Toutes n'ont pas les mêmes complications et les mêmes problèmes pendant la grossesse. C'est ainsi que lorsque nous suivons une femme drépanocytaire enceinte, nous devons toujours nous mettre en tête qu'une complication peut survenir d'un moment à l'autre, que l'accouchement peut se terminer d'une façon ou d'une autre, et donc nous sommes toujours en alerte. Ainsi donc, les femmes enceintes atteintes de drépanocytose nécessitent des soins médicaux appropriés et doivent passer des visites médicales plus fréquemment que les autres femmes enceintes. Lorsqu'on a une drépanocytaire enceinte, elle doit bénéficier d'une surveillance tout à fait particulière. Ce sont des grossesses qui commencent parfois bien, mais très souvent qui se terminent parfois mal. Il faut avoir un programme de suivi personnalisé parce que ça dépend de l'état de santé maternelle d'une femme à une autre. Ici, au Centre de médecine mixte et d'anémie SS, l'expertise y est, le personnel qualifié est disponible, mais le centre connaît quelques difficultés.
je lance un message de SOS à nos autorités pour qu'un jour, qu'ils puissent quand même songer à équiper ces centres, à inscrire la drépanocytose parmi les pathologies qui peuvent être prises en charge entièrement par l'État. Au regard de tous les risques que courent les femmes enceintes anémiques SS et les souffrances qu'elles endurent sur le plan sanitaire, est-ce qu'une drépanocytaire peut-elle s'engager à une maternité sans pour autant connaître l'électrophorèse de l'hémoglobine de son conjoint? Bon. À première vue, je ne sais pas voir si mon mari ou si mon partenaire est porteur du gène S. Pour ngai banda na yaki awa na problème de santé na grossesse na yaki awa depuis le 9 janvier. J'ai été admise dans ces centres depuis le 9 janvier 2021. J'y suis toujours car je dois honorer mes factures. Je demande aux autorités de nous venir en aide et pour que la prise en charge devienne gratuite dans ces centres de médecine mixte et d'anémie SS. À la première dame de s'impliquer davantage. Ça vraiment hôpital vraiment. Et comme gratuit pour la biso parce que tozo kokate. Pour plus de sécurité, les drépanocytaires femmes qui envisagent de devenir enceintes doivent s'assurer que leur partenaire ne soit pas porteur du gène S. De ce qui précède, la drépanocytose est une maladie évitable. Voilà pourquoi il est impératif de faire des examens prénuptiaux. L'impact de la prise en charge nutritionnelle des patients dans les hôpitaux, c'est notre deuxième dossier qui porte la signature d'Élysée Kambala. Le premier médicament de l'homme, c'est l'alimentation, car elle intervient dans toutes les étapes de la vie. L'alimentation joue un rôle très important dans la vie humaine. Il faut noter que derrière chaque aliment existent des vertus nutritionnelles ou encore médicinales. Dans ce que nous avons appris, toute maladie a un volet diététique qui doit être pris en considération. Ça veut dire, lorsque vous êtes diabétique, il y a un régime prévu pour les diabétiques. Lorsque vous êtes hypertendu, il y a un régime. Lorsque une dame est enceinte, il y a un régime prévu pour les femmes enceintes. Une femme allaitante, il y a un régime qui est aussi prévu pour la femme allaitante. Les vieillards ont des régimes. Un malade qui vient, il est accidenté, il a un régime. Celui qui est en coma, il a un régime alimentaire. Ça veut dire que ce malade a un traitement qui s'appuie sur l'alimentation, sur des aliments. Et ce régime-là est donné en tenant compte du régime médical. En milieu hospitalier, quelle est la politique de la prise en charge nutritionnelle des malades? Est-il possible de nourrir un malade en coma? Nous sommes dans la cuisine diététique. Nous préparons les aliments par ici, préparation des régimes des malades. Donc nous mettons comme ça, après 6 heures du temps, le malade va consommer. Et ce qu'il consomme avec la sonde, la bouillie que nous avons préparée à base de l'œuf, on commence à gaver à la personne. Il faut noter que chaque patient doit être soumis à un régime alimentaire adapté à son état pathologique. Le régime doit venir appuyer le traitement médical de façon à ce que le malade prenne le moins de temps possible à l'hôpital et sorte en bonne santé. Un malade qui vient, il est hypertendu. En fonction de son taux d'hypertension, nous pouvons dire que ce malade va être à un régime DSOD strict, à un régime DSOD large ou à un régime DSOD surveillé seulement de façon à ce que la personne ne puisse pas déraper. Voilà ce qui justifie la présence des nutritionnistes et diététiciens dans les hôpitaux. Ici à l'hôpital,
Les services est subdivisé en deux grands services. Nous avons les services des prématurés, dans la néonatologie ou nutrition infantile. Et là, nous avons une équipe de nutritionnistes qui s'occupe des prématurés, de l'alimentation des prématurés internes ou externes. Et nous avons la grande équipe qui s'occupe de tous les malades hospitalisés dont l'état de santé nécessite une prise en charge nutritionnelle. Ces malades sont disséminés à travers les différents départements de l'hôpital. Depuis un certain temps, quelques hôpitaux ne s'occupent plus de l'alimentation de leurs malades. Les universités, elles, n'ont pas cessé de former les nutritionnistes et autres diététiciens. Ils doivent être associés dans le traitement des malades. Et puis, le président des nutritionnistes revient sur l'approche de la prise en charge nutritionnelle et ses besoins suivis. De l'association des nutritionnistes et des diététiciens du Congo. Nous sommes là pour défendre la cause de la profession, et promouvoir la nutrition et la diététique au niveau de toute l'étendue de la République. Nous sommes vraiment très déçus parce que en fait la question de la prise en charge concerne plus, c'est le gouvernement qui doit prendre en compte, trouver de l'importance dans le secteur de nutrition, mais apparemment, ça c'est un constat que le gouvernement a tendance à ne pas trouver intérêt la pratique des actes que posent les nutritionnistes, en fait, c'est où nous déplorons. Et c'est pourquoi même, vous trouvez que dans notre pays, dans les institutions, dans les structures sanitaires de l'État, il n'y a pas beaucoup de structures de l'État qui ont des nutritionnistes. C'est plutôt les expatriés, lorsqu'ils arrivent en privé, qui connaissent l'importance de la nutrition et ils impliquent les nutritionnistes dans la prise en charge diététique. Vous avez corrigé avec moi que c'est la présidente et non le président. Les contrôles annoncés par l'Inspection générale des finances, initiative à saluer pour parvenir à la performance des entreprises publiques. Jacques Kabéatenda, auteur d'un ouvrage sur les entreprises publiques, et l'invité des perspectives économiques animées par Meda Mbouyal Mangal. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Mais ça ne marche pas aujourd'hui parce qu'il y a essentiellement ce que moi j'appelle l'absence de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, je le dis, je le répète et je continuerai à le dire, c'est la clé de voûte vers le succès. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est tout simplement la mise en place d'un ensemble de structures, de politiques, de cultures de gestion qui permettent à l'entreprise de réaliser son objet social, sa mission sociale. C'est d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Mais tout ceci devait se faire dans une transparence totale et dans ce qu'on appelle la reddition des comptes. Donc, les gestionnaires qui gèrent une institution devraient être en mesure de rendre compte. Vous savez, Médard, je suis manager de formation et de profession. En gestion, quand on parle de gestion, gérer c'est quoi? C'est planifier, c'est organiser, c'est diriger et contrôler. Nous devons être en mesure, un gestionnaire doit être en mesure de faire la planification. Il doit être en mesure de diriger son institution, de contrôler son institution, d'organiser son institution, son entreprise et de mettre en place des mécanismes de contrôle. Pour nos entreprises, c'est ça le hic. En fait, c'est ça le problème de nos entreprises. Direction les lois là-bas où la vice-gouverneure Fifi Masuka a inspecté quelques chantiers de la province. Images et commentaires. Casque reflétant pour la sécurité. Fifi Masuka Saini a passé la journée dans les différents sites. Première étape, c'est l'avenue Ngungando. Le gouverneur intérimaire a suivi les explications des ingénieurs sur l'évolution des travaux. Après avoir éliminé les têtes d'érosion, la société est passée à la stabilisation de la route et au creusage de drains pour la canalisation des eaux. Tout au long de la visite, Fifi Masuka Saini a eu droit aux innovations de la population qui l'a accompagné jusqu'à cet endroit où sera jeté un pont afin de déboucher sur la route Kazembe. Cette route, longue de 3,5 km, va désengorger le rond-point Mwangeji qui a toujours causé des embouteillages monstres.
Le cortège s'est engagé dans les différents chantiers pour ensuite chuter sur la route Kazembe. Ici, la société s'attelle à tracer la route qui va donner au pont et rallier à Ungungandu. De là, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de construction d'un restaurant moderne doté à la police nationale congolaise, à l'état-major commandement. Sous une fine pluie, l'autorité provinciale a inspecté l'évolution des travaux sur la route Bypass, qui est une route de contournement pour tous les camions poids lourds, de la nationale 39 vers les sociétés minières. Nous ne sommes qu'en train de suivre la vision du chef de l'État qui veut que cette province et toute la République... Une journée qui lui a permis d'évaluer les clauses des contrats si elles sont respectées par les partenaires. À l'enseignement supérieur et universitaire, le directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba, a organisé une conférence suivie. Au total, 3 professeurs de l'université de Kinshasa ont reçu des prix scientifiques le samedi 27 mars 2021 par la Société scientifique congolaise. Cette structure milite pour la promotion de la recherche scientifique. Ces prix leur ont été remis par le directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, Freddy Mulumba Kabouaï. Il s'agit des professeurs Kambaï Bouacha, le professeur Mbouy Mwamba Jean-Marie et Ilunga Punga, avocat au barreau de Kinshasa. Pour promouvoir la recherche, il faut arriver à la création des motivations. Et parmi les motivations, ce sont les prix que nous donnons, qui font que les chercheurs peuvent encore arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, nous avons aussi créé ces prix pour qu'il y ait de la valeur dans le travail intellectuel, dans le travail littéraire. Comme on dit, on est mieux promu que par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que les intellectuels eux-mêmes prennent conscience qu'ils doivent se souvenir de ceux qui essayent nuit et jour de faire des travaux qui avancent la science et la recherche scientifique. Les perspectives d'avenir pour la société scientifique congolaise, c'est que nous demandons à l'autorité suprême, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir nous aider à mettre sur pied une académie des sciences. Comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire que ce soit des individus simples. Il faut que l'État s'implique aussi pour qu'on puisse honorer la recherche scientifique et le travail scientifique. C'était à la satisfaction des bénéficiaires. Les experts de l'OCDD étaient à l'école de renforcement des capacités de calibrage du modèle ISDG, formation clôturée par Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Monembwe, Marie-Chimène Kamouka. La République démocratique du Congo travaille d'arrache-pied pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Tel est le sens de l'atelier de formation des experts de l'OCDD et ceux des ministères sectoriels organisés par le ministère du Plan à travers l'Observatoire congolais du développement durable OCDD avec l'appui technique et financier du PNUD. Sous la facilitation du Bureau international Millennium Institute, la formation s'est articulée sur les calibrages du modèle ISDG. Ce modèle des objectifs de développement durable est un outil intégré de simulation des politiques conçues pour atteindre les ODD. À la clôture de ces travaux de 4 jours, la vice-premier ministre et ministre du Plan Élisée Monembwe Tamukumwe a loué les efforts du gouvernement et des partenaires pour la mise en œuvre des ODD en RDC, tout en reconnaissant que les résultats attendus par ces assises sont multiples et entre autres, l'identification des politiques à traduire en paquet d'investissements nécessaires pour la réalisation des ODD. Nous sommes ici pour trouver les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre des ODD en RDC. Et le modèle que nous apprenons actuellement, c'est un modèle qui va nous apprendre à identifier des bonnes politiques publiques, à même de nous permettre d'atteindre les ODD à l'horizon 2030. Nous avons passé en revue les différents outils qui permettent, in fine, d'accélérer notre démarche vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Le cardinal Fridolin Mbongo a réceptionné le bâtiment réhabilité des Sœurs de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse de Bukungu-Ikela. Images et commentaires.
Inauguration, c'est samedi 27 mars 2021 à Kinshasa, du bâtiment du complexe scolaire Petite Thérèse et du couvent des Sœurs de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus du diocèse de Bukungu-Ikela, dans une cérémonie précédée d'une célébration eucharistique dite par son éminence le cardinal Fridolin Ambongo en présence de plusieurs partenaires à ces projets, parmi lesquels l'honorable Guy Luando Mboyo, qui a financé entièrement les travaux de réhabilitation du couvent des Sœurs avec équipement complet. Prenant la parole pour la circonstance, la sœur Marie-Colette a, au nom de toute la congrégation, dit sa reconnaissance sur la marque d'hospitalité et d'altruisme du sénateur Guy Luando Mboyo. Le cardinal Fridolin Ambongo, quant à lui, a loué l'élan des cœurs de l'élu de la Chuapa, qui agit de manière permanente au profit des populations sans s'attacher à une quelconque campagne électorale. Pour lui, c'est là l'image du vrai chrétien catholique. Ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il fait le bien, non pas seulement quand il y a des campagnes électorales. Cette manière-là de faire, ce n'est pas la forme de générosité que nous soutenons. Nous soutenons cet élan de générosité qui se fait de façon permanente. Et je peux dire que chez l'honorable Guy Luando, c'est devenu pratiquement sa marque de fabrique, sa façon de faire de la politique. Qui donne à Dieu, c'est construit des trésors de l'autre côté. C'est dire, il attire vers lui la bénédiction du Seigneur lui-même. Cette œuvre du sénateur Guy Luando Mboyo vient renforcer la pastorale et est bien reçue à cœur ouvert par les chrétiens catholiques disséminés sur l'ensemble du territoire national jusqu'au Saint-Siège. Enfin, décédé le 7 mars 2021, c'est en principe le 3 avril prochain que l'artiste musicien Joski Kiambokuta sera inhumé. Selon sa famille biologique, annonce faite lors d'un point de presse était présente pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise, Lisette Mouchinga Mutombo. Bravo à ces grands artistes qui a pu honorer de son vivant et qui continuera à honorer toujours à travers ses belles œuvres comme il avait toujours fait de son vivant. Un grand baobab est tombé, un artiste et une voix. Les sphères de la musique congolaise et africaine est en deuil. Il sera inhumé en principe le samedi 3 avril 2021. Il avait promis et il vient de réaliser. Un hommage mérité à l'artiste depuis son décès le 7 mars 2021. C'est un grand mécène de la musique congolaise, l'honorable Alita Chamala. Son soutien et sa participation, encore une fois, au bien-être de la musique rumba congolaise et à la famille biologique de l'illustre disparu. Il a dépêché sa délégation pour la deuxième fois, remettre des vivres. Il s'agit des sacs de sucre, des riz, des cartons de poissons salés et des poulets, ainsi que des bidons d'huile. Alita, pour ses gestes, pour son soutien envers notre papa. En tout cas, merci beaucoup papa. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, le gouvernement prend en charge les obsèques de Joski Kiambokuta, l'honorable Alita Chamala. Est prêt à apporter également sa contribution aux funérailles de son frère Joski Kiambokuta. Voilà. C'est parce qu'ils se sont très émus, ils étaient très attachés tous les deux du vivant de l'artiste. Et il est prêt donc à soutenir la famille même après la mort de ce dernier. Ce n'est qu'un au revoir les commandants des bords, Joseph Augustin Kiambokuta Londa, Joski, chapeau l'artiste Josex. Paix à son âme. Si vous avez suivi ce journal à Paris, en France, à Belgique, en RDC comme partout ailleurs, nous vous disons merci pour votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Merci à Emmanuela, commissaire, qui a concouru à la rédaction de ce journal dominical et à tous les héros dans l'ombre. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.